La pluie tombait sur Paris comme des larmes que la ville avait oublié de pleurer. Dans ce restaurant étoilé du 8e arrondissement, entre lustres de cristal et murmures discrets, Théo Beaumont venait de vivre l'humiliation la plus publique de ses 42 ans. La femme avec qui il dînait, une mondaine en robe rouge et ongles parfaits, s'était levée au milieu du salon, avait jeté du vin sur sa chemise blanche et déclaré assez fort pour que tous entendent « Tu crois que l'argent achète tout? Le respect? Tu n'es qu'un homme vide avec un compte plein ?» Le silence qui suivit pesa comme du plomb. Théo resta là, immobile, le vin coulant sur sa poitrine, les regards plantés sur lui comme des épingles. Il possédait l'une des plus grandes entreprises de promotion immobilière de France. Son nom ouvrait des portes, sa carte bancaire n'avait pas de limite. Mais en cet instant, trempé et exposé, il n'était qu'un homme seul qui avait oublié comment se connecter à un autre être humain. C'est alors qu'elle apparut. Léa Moreau avait 28 ans et travaillait dans ce restaurant depuis 3 ans. Son uniforme noir était impeccable, mais ses yeux portèrent des histoires qu'aucun tissu fin ne pourrait dissimuler. Elle vit la scène se dérouler depuis le bar, vit cet homme puissant se recroqueviller sous l'humiliation, vit quelque chose qu'elle reconnut immédiatement, une solitude qui ressemblait à la sienne. Sans réfléchir, elle prit une serviette propre. Elle traversa le restaurant sous les regards curieux, s'approcha de Théo avec cette grâce tranquille que seuls possèdent ceux qui ont survécu à leur propre tempête. Elle ne dit rien. Elle tendit simplement la serviette, et dans ce geste, il y avait plus de dignité que dans tous les mots du monde. « Merci », murmura-t-il, la voix cassée. Léa hocha la tête. Leurs regards se croisèrent pendant 3 secondes. Juste 3. Mais quelque chose passa entre eux. Quelque chose d'ancien et de nouveau à la fois. Elle ne savait pas encore que cet homme portait un secret qui briserait ses certitudes. Lui ne savait pas que derrière ce tablier se cachait une force qui le hantrait. Cette nuit-là, 2 solitudes allaient se reconnaître. Et tout commencerait par une serviette en papier. Théo Beaumont n'avait pas toujours été cet homme en costume sur mesure, qui dînait seul dans des restaurants où le menu n'affichait pas les prix. Il y avait eu une époque, 20 ans plus tôt, où il portait des jeans troués et rêvait d'architecture dans une chambre de bonne à Belleville. Une époque où il croyait encore que l'amour pouvait survivre à l'ambition. Mais ce soir-là, assis dans sa Mercedes garée près de la Seine, chemise tachée de vin et égaux en lambeaux, il se demandait à quel moment exactement il était devenu cet homme que les femmes rejetaient en public. Son téléphone vibra. Un message de son associé « Réunion demain 8 heures ». Les Japonais veulent des réponses. Il éteignit l'écran. La pluie tambourinait sur le toit de la voiture et dans le reflet du pare-brise, il vit son propre visage, fatigué, dur, fermé. 42 ans et il ne se reconnaissait plus. Son entreprise valait des millions, son appartement dominant sur les Champs-Élysées coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en 10 vies. Mais quand il rentrait le soir, le silence l'accueillait comme un reproche. Il repensa à cette serveuse, à la façon dont elle l'avait regardé. Pas avec pitié, pas avec mépris, mais avec quelque chose de plus dangereux, de la compréhension. Comme si elle voyait à travers le costume, à travers l'argent, à travers toutes les couches qu'il avait construites pour se protéger. « Tu n'es qu'un homme vide ». Les mots de la mondaine résonnaient encore. Peut-être avait-elle raison. Léa Moreau ferma la porte de son studio à Montmartre à 2 heures du matin, les pieds hurlant dans ses chaussures de service. L'appartement était minuscule, 15 mètres carrés qui sentèrent le café réchauffé et les rêves reportés. Mais c'était à elle. Chaque centimètre payé avec des pourboires et des sourires forcés. Elle retira son uniforme, enfila un t-shirt usé et s'assit près de la fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. La ville scintillait comme elle avait toujours scintillé, indifférente aux espoirs et aux chagrins de ceux qui la traversaient. Elle pensa à cet homme, au millionnaire humilié dont les yeux portaient une tristesse qu'aucun chèque ne pourrait jamais combler. Elle avait servi des centaines d'hommes riches dans ce restaurant, des banquiers arrogants, des PDG impatients, des héritiers gâtés. Mais lui était différent. Dans son humiliation, il y avait eu une vulnérabilité qui l'avait touché malgré elle. Son téléphone sonna. Sa sœur Camille. Encore. « Tu dors ?» La voix était tendue. « Pas encore. Qu'est-ce qui se passe ?» Un silence. Puis, maman a fait une autre crise. Les médecins disent qu'il faut augmenter les doses, mais tu sais ce que ça coûte. Léa ferma les yeux. Sa mère, atteinte d'Alzheimer, vivait dans une maison spécialisée à Versailles. 28 000 € par an que Léa et Camille
se partageaient en se tuant au travail. Chaque mois était un calcul, une jonglerie entre loyer, médicaments et dignité. « On trouvera », dit-elle, comme elle disait toujours. « Comment, Léa? Comment on trouve encore ?» Elle n'avait pas de réponse. Après avoir raccroché, elle resta là, regardant les lumières de Paris qui promettaient tellement, mais donnaient si peu. Elle avait grandi dans cette ville, rêvé d'être peintre, d'exposer dans des galeries, de créer quelque chose de beau. Mais la vie avait d'autres plans. La maladie de sa mère, les factures, la survie. Maintenant, à 28 ans, elle servait du champagne à 300 € la bouteille à des gens qui ne voyaient même pas son visage. Mais cette nuit, un homme l'avait vue, et quelque chose en elle s'était réveillé. Le lendemain matin, Théo se réveilla dans son appartement de 150 mètres carrés, qui ressemblait plus à une exposition d'architecte qu'à un foyer. Tout était blanc, minimal, parfait, et terriblement froid. Il prépara un café dans sa machine italienne à 2000 € et s'assit devant la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la tour Eiffel. Des millions de touristes rêvaient de cette vue. Lui ne la voyait même plus. Son assistante, Juliette, appela à 7h30. « Les Japonais sont arrivés, ils t'attendent dans salle de conférence. Et Théo... » Une pause. « Les photos d'hier soir circulent sur les réseaux. Tu veux que je m'en occupe ? » « Bien sûr. » L'humiliation était maintenant publique, immortalisée, partagée. Une vidéo floue de lui, debout, dégoulinant de vin, pendant que Véronique, c'était son nom. Il s'en souvenait maintenant, lui crachait son mépris. « Non, » dit-il calmement, « laisse tomber. Tu es sûr. Je suis sûr. » Il raccrocha et but son café en observant la ville s'éveiller. Paris en novembre avait cette lumière grise qui rendait tout plus triste et plus beau à la fois. Il pensa à cette serveuse. Léa lisait son badge et se demanda si elle avait vu les vidéos, si elle riait de lui comme le reste d'Internet. Probablement pas. Il y avait eu quelque chose dans ses yeux, quelque chose de doux et de brisé en même temps. La réunion avec les Japonais dura 4 heures. Théo signa un contrat de 15 millions d'euros pour construire un complexe résidentiel dans le 16e. Il sourit, serra des mains, parla de vision et d'innovation. Mais une partie de lui restait ailleurs, dans ce restaurant, debout sous les regards, recevant une serviette d'une femme qui n'avait aucune raison de lui montrer de la gentillesse. À 18h, au lieu de rentrer chez lui, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il retourna au restaurant. Le Clair de Lune était le genre d'établissement où les réservations se prenaient 3 mois à l'avance et où les serveurs connaissaient les allergies de chaque client régulier. Léa y travaillait depuis 3 ans, invisible parmi les invisibles, ceux qui faisaient tourner le luxe sans jamais en profiter. Ce soir-là, elle servait une table de banquier qui parlait fort et buvait plus encore. Elle souriait poliment, remplissait les verres, répondait « Bien sûr, monsieur » à chaque demande stupide. Mais son esprit était ailleurs, chez sa mère probablement, qui ne la reconnaissait plus depuis 6 mois, ou dans son carnet de croquis caché sous son lit, rempli de dessins qu'elle n'avait pas le temps de finir, ou peut-être pensait-elle à cet homme d'hier soir, à la façon dont sa vulnérabilité avait fissuré quelque chose en elle. C'est alors qu'elle le vit. Théo Beaumont venait d'entrer, vêtu d'un costume gris anthracite qui criait l'argent en silence. Mais ce n'était pas le costume qu'elle remarqua. C'était son regard, direct, cherchant, un peu perdu. Il balaya la salle jusqu'à ce qu'il la trouve. Leurs yeux se croisèrent, et le restaurant disparut. Le maître d'hôtel s'approcha de lui avec ce sourire professionnel qui coûte cher à perfectionner. « Monsieur Beaumont, quel plaisir de vous revoir. Votre table habituelle ?» Mais Théo ne détourna pas le regard de Léa. « Non, » dit-il doucement. « Je voudrais parler à cette serveuse, s'il vous plaît. » Un silence étrange tomba sur cette partie de la salle. Le maître d'hôtel fronça les sourcils. Ce genre de demande n'était pas protocole, mais Théo était le genre de client qu'on ne contrariait pas. « Bien sûr, monsieur. » Léa sentit son cœur s'emballer. Elle s'approcha lentement, consciente des regards des autres serveurs, de la curiosité qui flottait comme un parfum trop fort. « Bonsoir », dit-elle, la voix plus calme qu'elle ne l'était. « Bonsoir ». Il hésita, et dans cette hésitation, elle vit qu'il n'était pas aussi sûr de lui qu'il voulait le paraître. « Je voulais vous remercier. Pour hier soir. Ce n'était rien. »« Si, ça l'était. » Il marqua une pause. Personne d'autre n'a bougé. Personne ne m'a regardé comme si j'étais encore humain. Vous si. Léa ne savait pas quoi répondre. Autour d'eux, le restaurant continuait sa danse élégante. Conversation feutrée, cristal tintant, argent changeant de main,
Mais eux deux étaient ailleurs, dans une bulle fragile faite de reconnaissance mutuelle. « Je m'appelle Théo », dit-il, en tendant la main. Elle la serra. Sa paume était chaude, ferme, pas du tout celle d'un homme qui ne connaissait que les bureaux climatisés. « Léa, Léa », il répéta son prénom comme s'il le goûtait. « Accepteriez-vous de dîner avec moi ? Pas ici. Quelque part de simple, quelque part où on peut juste parler. » Elle aurait dû refuser. Elle connaissait ces hommes riches qui s'ennuyaient, cherchaient une distraction, jouaient avec les filles comme elle avant de retourner à leur vie dorée. Elle aurait dû sourire poliment, dire non merci, retourner à ses tables. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une solitude qui appelait la sienne. « D'accord », entendit-elle sa propre voix dire. « Demain soir, 20h. » Il sourit, un vrai sourire qui transforma son visage, le rendit plus jeune, plus vivant. « Je viendrai vous chercher. »« Non. » Elle secoua la tête. « Donnez-moi une adresse, je viendrai. » Il comprit. Elle ne voulait pas qu'il sache où elle vivait, pas encore, pas ce studio minuscule qui racontait trop d'échecs. Il sortit une carte de visite, griffonna une adresse au dos. Un petit bistrot à Belleville. Rien de chic, promis. Elle prit la carte. Leurs doigts se frôlèrent une seconde de trop. Et le monde bascula un peu plus. Cette nuit-là, Léa ne dormit pas. Elle fixait le plafond de son studio, la carte de visite posée sur sa table de chevet, et se demandait dans quelle histoire elle venait de mettre le pied. Camille l'appela à minuit. « Tu es folle ou quoi ? Comment tu sais ? Instagram, quelqu'un a posté une photo de vous deux au restaurant. Les gens parlent déjà. Le millionnaire humilié et la belle serveuse. Genre conte de fées moderne. » Léa ferma les yeux. Bien sûr. Rien n'était privé à Paris. Tout était spectacle. Ce n'est qu'un dîner, Camille. Un dîner avec Théo Beaumont ? Le Théo Beaumont ? Tu sais qui c'est, non ? Ce type possède la moitié des immeubles neufs de la ville. Il est milliardaire, Léa. Milliardaire. Et alors ? Alors, ces gens-là ne sortent pas avec des serveuses. Ils jouent avec, puis ils retournent à leur mondaine et leur yacht. Les mots blessèrent parce qu'ils portaient une vérité que Léa connaissait déjà. Elle n'était pas naïve. Elle avait vu trop de filles se faire briser par des promesses d'hommes qui vivaient dans un monde différent. Mais il y avait ce « mais » têtu qui refusait de se taire. « Peut-être », dit-elle doucement, « ou peut-être qu'il est juste quelqu'un de seul qui a besoin de parler à quelqu'un qui comprend. » Camille soupira. « Fais attention, d'accord ? Ton cœur a déjà assez souffert. » Après avoir raccroché, Léa se leva et alla près de la fenêtre. Paris dormait à moitié. La tour Eiffel scintillait au loin. Et elle se demanda si Théo regardait la même ville depuis son appartement de luxe, si lui aussi ne dormait pas, si lui aussi se posait des questions sur ce qui venait de se passer entre eux. Probablement pas. Les hommes comme lui ne perdirent pas le sommeil pour des filles comme elle. Mais elle avait tort. Théo ne dormait pas. Il était assis dans son salon, un verre de whisky à la main, fixant la nuit. La réunion avec les Japonais avait été un succès. Le contrat signé ajouterait 15 millions à son compte déjà obscène. Demain, il serait dans les journaux économiques, célébré comme un génie de l'immobilier. Mais tout ce qu'il voyait, c'était Léa. La façon dont elle avait hésité avant d'accepter. La façon dont elle avait refusé qu'il vienne la chercher, fière, protectrice de son intimité. La façon dont ses yeux avaient ce mélange de force et de fragilité qui le rendait fou. Il ne savait même pas pourquoi il était retourné au restaurant. Ou plutôt si, il le savait. Parce que depuis 20 ans, depuis qu'il avait choisi l'argent plutôt que l'amour, depuis qu'il avait laissé partir Élise pour construire son empire, il n'avait jamais ressenti ce qu'il avait ressenti quand Léa lui avait tendu cette serviette, de la compassion, pure, simple, sans calcul. Et maintenant, il allait dîner avec elle, et il ne savait absolument pas quoi dire, comment être, qui être. Avec les investisseurs, il était un requin. Avec les mondaines, il était un conquérant. Mais avec Léa, il voulait juste être honnête, et ça le terrifiait. Son téléphone vibra. Un message de Véronique, celle qui l'avait humilié. « J'ai entendu dire que tu t'affichas avec une serveuse. Vraiment, Théo? Tu descends si bas ?» Il éteignit le téléphone sans répondre. Descendre bas. Comme si la valeur d'un être humain se mesurait à son compte en banque. Comme si Léa, qui travaillait probablement 60 heures par semaine pour survivre, valait moins que Véronique, qui dépensait l'argent de son ex-mari en chirurgie esthétique. Il avait vécu trop longtemps dans ce monde de façade, et demain soir, pendant quelques heures, il voulait juste être réel.
Le bistrot s'appelait Chez Marcel, coincé dans une ruelle étroite de Belleville entre une boulangerie et un pressing. Pas de lustre, pas de maître d'hôtel, juste des nappes à carreaux rouges et une odeur de bœuf bourguignon qui racontait des histoires de grand-mère et de dimanche en famille. Léa arriva à 20 heures pile, vêtue d'une robe simple en coton bleu qui lui tombait juste au-dessus des genoux. Pas de maquillage extravagant, pas de talons impossibles. Juste elle. Théo était déjà là, assis à une table du fond, et quand il la vit entrer, il se leva comme s'il accueillait une reine. « Vous êtes venu, dit-il, et il y avait un soulagement dans sa voix qui la toucha. J'ai dit que je viendrais. Ils s'assirent face à face, et pendant un moment, aucun des deux ne parla. La patronne, une femme robuste aux cheveux gris, leur apporta une carafe de vin rouge et 2 menus écrits à la main. « Pour vous, monsieur Théo Duboeuf ?» Il sourit. « Vous me connaissez trop bien, Margot. Je t'ai vu grandir, mon garçon. Tu venais ici avec ta mère. » Léa le regarda avec surprise. « Vous veniez ici ? J'ai grandi à 3 rues d'ici, » dit-il après que Margot fut partie. « Dans un immeuble sans ascenseur. Ma mère travaillait comme femme de ménage. Mon père était parti quand j'avais 6 ans. Ce bistrot, c'était notre luxe du dimanche. » Elle ne s'était pas attendue à ça. Dans son esprit, les milliardaires naissaient avec des cuillères en argent, pas dans des immeubles sans ascenseur à Belleville. Comment ? Elle hésita. Comment êtes-vous passé de là à ce que vous êtes maintenant ? Il but une gorgée de vin et elle vit quelque chose de sombre passer dans ses yeux, en sacrifiant tout ce qui comptait vraiment. Le silence retomba, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui reconnaissaient en l'autre quelque chose de familier, une douleur, un regret, une solitude. « Parlez-moi de vous, » dit-il finalement. « La vraie vous, pas la serveuse du clair de lune. Qui est Léa Moreau ?» Et quelque chose en elle se brisa. Peut-être était-ce le vin. Peut-être était-ce cette façon dont il la regardait, vraiment regardait, comme si elle était la seule personne dans la pièce, dans la ville, dans le monde. Ou peut-être était-elle juste fatiguée de porter seule le poids de sa vie. « Je voulais être peintre », commença-t-elle, et les mots coulèrent comme une digue qui cédait. Depuis toujours. J'ai fait les beaux-arts. J'avais même une petite galerie intéressée par mon travail. Mais ma mère est tombée malade. Alzheimer. Ma sœur et moi, on paie tout. Les médicaments, la maison de soins, tout. Alors j'ai abandonné la peinture. J'ai pris ce job au restaurant parce qu'il paie bien. Et maintenant j'ai 28 ans et je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai tenu un pinceau. Sa voix se brisa sur les derniers mots. Théo tendit la main à travers la table et prit la sienne. Pas comme un geste de séduction, comme un geste de compréhension. Ma mère est morte il y a 5 ans, dit-il doucement. Cancer. J'avais les moyens de lui payer les meilleurs médecins, les meilleurs soins. Mais j'étais tellement occupé à construire mon empire que je l'ai à peine vue les 6 derniers mois. Quand elle est morte, j'étais en réunion à Tokyo. Je suis arrivé 3 heures trop tard. Léa serra sa main. Et dans ce bistrot modeste de Belleville, 2 étrangers qui n'auraient jamais dû se rencontrer commencèrent à se raconter leur vérité. Ils parlèrent pendant 4 heures. Le bœuf bourguignon refroidit dans leurs assiettes, le vin coula, et Margot les laissa tranquilles avec ce sourire complice des vieilles dames qui ont tout vu de l'amour. Théo lui raconta Élise, la femme qu'il avait aimée à 22 ans, quand il n'était qu'un architecte en herbe, avec plus de rêves que d'argent. Comment il s'était promis de construire une vie ensemble. Comment il avait eu l'opportunité, un investisseur, un gros projet, une chance de devenir quelqu'un. Et comment l'investisseur avait posé une condition, tout son temps, toute son énergie, aucune distraction. « Je lui ai dit de m'attendre », murmura Théo fixant son verre. « Juste 2 ans. 2 ans pour établir l'entreprise, puis on se marierait, on aurait des enfants, tout ce qu'on voulait. Elle a attendu. Mais moi, je n'ai jamais arrêté. 2 ans sont devenus 5 puis 10. Un jour, elle m'a dit qu'elle ne me reconnaissait plus, qu'elle était tombée amoureuse d'un rêveur, mais que j'étais devenu une machine. Elle est partie. Elle s'est mariée avec un prof de lycée. Ils ont 3 enfants maintenant. Vous la regrettez ? Tous les jours. » Léa lui raconta son père. L'homme qui était parti quand elle avait 12 ans, laissant sa mère élever 2 filles seules. Comment sa mère avait travaillé comme secrétaire pendant 30 ans, économisant chaque centime pour leur offrir une éducation. Comment Léa avait ressenti le poids de ses sacrifices comme une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. « Quand elle est tombée malade, j'ai fait une promesse, » dit Léa, « qu'elle ne manquerait jamais de rien, peu importe ce que ça me coûterait. Et ça m'a coûté mes rêves. » Mais je referai le même choix, parce qu'elle est tout ce qui me reste de bon dans ce monde.
Théo la regardait avec une intensité qui la faisait frissonner. « Vous êtes extraordinaire, dit-il simplement. « Non, je suis juste une fille qui essaie de survivre. C'est exactement ça qui vous rend extraordinaire. » Dehors, Paris avait plongé dans la nuit profonde. Le métro ne circulait presque plus. Le quartier dormait. Mais eux deux étaient éveillés, vivants, connectés d'une manière qu'aucun des deux n'avait anticipée. « Pourquoi êtes-vous venu me voir ?» demanda Léa. « Au restaurant. »« Pourquoi ?» Théo prit une longue inspiration. « Parce que quand vous m'avez tendu cette serviette, vous ne m'avez pas regardé comme un millionnaire humilié. Vous m'avez regardé comme un homme. Et je n'avais pas ressenti ça depuis si longtemps que j'avais oublié à quel point c'était important. » Leurs regards se soudèrent, et quelque chose d'irréversible se produisit. Théo insista pour la raccompagner. Ils marchèrent dans les rues de Belleville, côte à côte, sans se toucher mais si proches qu'ils sentaient la chaleur de l'autre. La ville était silencieuse. Les lampadaires dessinaient des halos orangés sur le pavé mouillé. « C'est là », dit Léa en s'arrêtant devant un immeuble défraîchi aux volets écaillés. Théo regarda la façade. « Vous vivez seul ?»« Oui, un studio. Pas grand-chose, mais c'est à moi. » Il hocha la tête, comprenant sans qu'elle ait besoin d'expliquer. La fierté, l'indépendance. Ces choses qui ne s'achetaient pas. « Je peux vous revoir ?» demanda-t-il. Léa hésita. Une partie d'elle criait de dire non, de protéger son cœur, de ne pas se laisser embobiner par un homme qui vivait dans un monde où elle ne serait jamais qu'une curiosité passagère. Mais l'autre partie, celle qui était fatiguée de jouer la sécurité, fatiguée de vivre une demi-vie, voulait dire oui. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » dit-elle honnêtement. « Pourquoi ? Parce que nous venons de deux mondes différents. Et dans les contes de fées, ça marche. Mais dans la vraie vie, » elle secoua la tête. « Dans la vraie vie, les cendrillons retournent à leur citrouille. » Théo s'approcha d'un pas. Pas trop près, juste assez pour qu'elle sente son parfum. Bois de santal et quelque chose de plus masculin, de plus brut. « Et si je ne voulais pas d'une cendrillon ?» murmura-t-il. « Et si je voulais juste Léa, la vraie, celle qui se bat pour sa mère, qui a sacrifié ses rêves, qui a un cœur assez grand pour voir la solitude chez un étranger humilié. » Elle leva les yeux vers lui. Et dans la lumière tremblante du lampadaire, elle vit qu'il était sincère. « Un café, » dit-elle finalement. « Jeudi après-midi, je finis à 15h. » Il sourit. « Un café, jeudi. J'y serai. » Il ne l'embrassa pas, ne tenta rien. Il se contenta de lui effleurer la joue du bout des doigts, un geste si doux, si chaste, et pourtant si chargé qu'elle sentit son souffle se bloquer. « Bonne nuit, Léa. Bonne nuit. » Elle monta les 6 étages jusqu'à son studio, les jambes tremblantes, le cœur battant. Quand elle ferma la porte derrière elle, elle s'y adossa et ferma les yeux. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Mais elle connaissait déjà la réponse. Elle venait de laisser entrer quelqu'un. Pour la première fois depuis des années, elle avait baissé ses défenses. Et maintenant, il ne restait plus qu'à espérer qu'elle ne le regretterait pas. Les 3 jours qui suivirent furent une torture délicieuse. Léa travaillait au restaurant, servait des tables, souriait poliment, mais son esprit était ailleurs, avec Théo, rejouant leur conversation, analysant chaque mot, chaque regard, chaque silence. Camille la harcelait au téléphone. « Les journaux parlent de vous. Le milliardaire et la serveuse, histoire d'amour au coup de pub? Tu réalises dans quoi tu t'embarques? C'est juste un café, Camille. Rien n'est jamais juste un café avec ces gens-là. » Mais Léa ne l'écoutait pas vraiment. Elle pensait à jeudi, à 15h, au café où ils se retrouveraient. Théo, de son côté, menait ses réunions en pilote automatique. Il signait des contrats, prenait des décisions à 8 chiffres, mais son esprit revenait sans cesse à Belleville, à Léa. À la façon dont elle avait dit « la vraie vous », qui est Léa Moreau? Comme si elle réclamait le même respect qu'elle lui avait offert. Son associé, Marc, remarqua le changement. « Tu es ailleurs, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien. »« Rien? T'as signé le contrat avec les Italiens sans même lire la clause de révision. C'est pas rien, ça. » Théo soupira. Marc le connaissait depuis 15 ans. Impossible de lui mentir. « J'ai rencontré quelqu'un. » Marc éclata de rire. « Bien sûr, la serveuse. Les photos sont partout, tu sais. Véronique est furieuse. Elle raconte à qui veut l'entendre que tu te venges en t'affichant avec une fille du peuple. Ce n'est pas une vengeance. Alors c'est quoi? » Théo le regarda droit dans les yeux. « Je ne sais pas encore, mais c'est réel. » Marc perdit son sourire. « Théo, écoute, je sais que Véronique a été dure, mais cette fille, elle vit dans un studio à Belleville. Tu vis dans un penthouse aux Champs-Élysées. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Peut-être rien, peut-être tout,
Mais pour une fois dans ma vie, je ne vais pas calculer. Je vais juste ressentir. Marc secoua la tête. Tu es en train de tomber amoureux, et ça va te détruire. Alors je me détruirai. Jeudi arriva comme une promesse et une menace. Léa choisit son café préféré à Montmartre, un petit endroit anonyme où personne ne les reconnaîtrait. Elle arriva 5 minutes en avance, commanda un thé, s'assit près de la fenêtre, et attendit. 15 heures pile, Théo poussa la porte. Il portait un jean, et un pull en cachemire noir. Pas de costume, pas d'attache-case, juste lui. Il la vit et sourit, ce sourire qui transformait son visage. « Salut » dit-il en s'asseyant. « Salut ». Ils se regardèrent pendant un long moment, et tout le bavardage préparé s'évanouit. Il n'y avait que ça, ce silence confortable, cette reconnaissance, cette sensation qu'ils se connaissaient depuis toujours. « J'ai pensé à vous, avoua Théo, tout le temps. Moi aussi. C'est terrifiant. » « Oui. » Il prit sa main sur la table, et cette fois, elle ne la retira pas. « Je ne sais pas où ça va nous mener, » dit-il. « Mais j'ai 42 ans, et j'en ai marre de faire semblant. Avec vous, je n'ai pas à faire semblant. » Léa sentit les larmes lui picoter les yeux. « Avec vous, je me souviens de qui j'étais avant de perdre mes rêves. Alors gardons-nous éveillés, murmura-t-il. Gardons-nous vivants. Peu importe ce que les gens disent. » Et dans ce café minuscule de Montmartre, pendant que Paris tournait autour d'eux, 2 solitudes décidèrent de ne plus être seules. Mais le monde ne les laisserait pas tranquilles si facilement. Le lendemain, les tabloïds explosèrent. Des photos d'eux au café, Théo tenant la main de Léa. Leurs regards échangés, l'intimité évidente. Les titres étaient cruels. Le milliardaire s'encanaillait, amour ou pitié. Théo Beaumont sort avec une serveuse. Chute ou marketing. La revanche du millionnaire humilié. Léa lut les articles sur son téléphone, le cœur serré. Les commentaires étaient pires. Des centaines de personnes, des étrangers, jugeaient, analysaient, déchiquetaient leur début fragile. Elle est juste là pour l'argent. Il se console avec n'importe qui après Véronique. Donnez-leur 3 mois, il se lassera. Son téléphone sonna. Théo. Ne lis pas les commentaires, dit-il immédiatement. Trop tard. Léa, écoute-moi. Ces gens ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent rien de nous. Ce qui compte, c'est ici. Il marqua une pause. Entre nous. Tu n'as pas vu les photos de toi et Véronique qu'ils ressortent? Les spéculations sur moi? Ils disent que je suis une opportuniste, Théo, que je profite de ta vulnérabilité. Et tu t'en fiches de ce que ces parasites pensent, non? Elle voulait s'en ficher. Mais c'était dur, c'était si dur de se sentir exposée, jugée, réduite à une anecdote dans la vie d'un homme riche. « Je dois y aller, » dit-elle. « Mon service commence. » Léa, elle raccrocha. Au restaurant ce soir-là, les regards étaient différents. Les autres serveurs chuchotaient. Le maître d'hôtel la regardait avec une sorte de curiosité malsaine. Une cliente, une femme en Chanel qui sentait l'argent vieux, la regarda de haut en bas et dit assez fort pour être entendue « C'est elle, non? La fille qui s'est trouvée un millionnaire? Comme c'est pratique. » Léa serra les poings et continua son service. Mais cette nuit-là, chez elle, elle pleura. Pas parce qu'elle regrettait Théo, mais parce qu'elle réalisait que leur histoire ne leur appartiendrait jamais vraiment. Qu'elle serait toujours scrutée, commentée, jugée par des gens qui ne verraient que la différence de classe, jamais la connexion humaine. À 2 heures du matin, quelqu'un frappa à sa porte. Elle sursauta. Qui pouvait? Léa! C'est moi, Théo. Elle ouvrit la porte. Il était là, trempé par la pluie qui avait recommencé, les cheveux collés au front, le regard intense. « Qu'est-ce que tu fais là? J'ai essayé de t'appeler 100 fois. Tu ne répondais pas. J'ai eu peur. » Il entra sans attendre l'invitation. « J'ai eu peur que tu penses que je te laissais affronter ça seul. Théo. Non. Écoute-moi. » Il lui prit les 2 mains. « Je m'en fous des photos. Je m'en fous des commentaires. Je m'en fous de ce que Véronique, Marc ou n'importe quel connard à la télé pense de nous. Ce qui compte, c'est ça. » Il porta sa main à son cœur. « Ce que je ressens quand je suis avec toi. Cette sensation d'être enfin vivant après 20 ans de sommeil. » Les larmes coulaient librement maintenant sur les joues de Léa. « Mais tu ne comprends pas. Je ne suis pas comme elle. Je n'ai pas la garde-robe, les manières, l'éducation. Je ne pourrai jamais évoluer dans ton monde. Alors, on n'évoluera pas dans mon monde. On construira le nôtre. Comment? Je ne sais pas. » Il essuya ses larmes avec ses pouces. « Mais je sais que je veux essayer. Avec toi. Pas avec une version de toi qui porterait du Chanel et sourirait au banquier. Avec toi. »
La vraie Léa qui sent la peinture et rêve encore. Elle ferma les yeux, se laissa aller contre lui. Il sentait la pluie et cette odeur de santal qui était devenue si familière déjà. « Je suis terrifiée », murmura-t-elle contre son torse. « Moi aussi. Et si on se fait mal? On se fera probablement mal, mais au moins, on aura été vrai. » Et là, dans ce studio minuscule qui fuyait quand il pleuvait trop fort, Théo Beaumont embrassa Léa Moreau pour la première fois. Ce n'était pas un baiser de cinéma. C'était maladroit, doux, tremblant. C'était un baiser qui goûtait les larmes et la pluie. Un baiser qui promettait rien et tout à la fois. Quand ils se séparèrent, Léa rit à travers ses pleurs. « On est complètement fou. »« Complètement », acquiesça Théo. Et il l'était. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils étaient aussi complètement vivants. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Théo et Léa devinrent le couple le plus photographié de Paris. Chaque sortie était scrutée, chaque geste analysé. Les médias adorèrent l'histoire, le prince et la Cendrillon, version contemporaine. Mais derrière les flashs, ils construisaient quelque chose de réel. Théo emmena Léa dans des endroits qu'il n'avait pas visités depuis des années. Des petits cinémas indépendants, des marchés aux puces le dimanche matin, des balades le long du canal Saint-Martin où personne ne les reconnaissait. Il redécouvrait Paris à travers ses yeux, et la ville redevenait magique. Léa, de son côté, découvrait un Théo que personne ne connaissait. Pas le requin des affaires, pas le milliardaire glacial, mais l'homme qui avait grandi pauvre, qui se souvenait de chaque sacrifice de sa mère, qui portait une culpabilité immense d'être devenu ce qu'il avait détesté étant jeune. Un soir, elle l'emmena voir sa mère. La maison de retraite à Versailles était propre, mais impersonnelle. Chambre blanche, couloir qui sentait la désinfection et le temps qui passe. Madame Moreau avait 63 ans, mais en paraissait 80. Alzheimer volait non seulement les souvenirs, mais aussi l'essence même de qui elle avait été. « Maman », dit Léa en s'asseyant près d'elle, « je t'ai amené quelqu'un. » Madame Moreau la regarda sans reconnaissance. « Vous êtes gentille, mademoiselle, mais je ne peux pas recevoir aujourd'hui. J'attends ma fille. » Le cœur de Léa se serra, comme à chaque fois. « Je suis là, maman, c'est moi, Léa. » Mais les yeux de sa mère restaient vides. Théo s'assit de l'autre côté, prit la main fragile de Madame Moreau. « Bonjour, madame, vous avez une fille extraordinaire. Elle vous ressemble beaucoup. » Quelque chose passa dans le regard de la vieille dame. Pas de la reconnaissance, mais peut-être une douceur, un instinct maternel qui survivait au-delà de la mémoire. « Ma fille est peintre, » murmura-t-elle. Elle peint des oiseaux libres. Léa éclata en sanglots. Théo la serra contre lui pendant que les larmes coulaient. Sur le chemin du retour, elle ne parla pas. Elle regardait Paris défiler par la fenêtre de la voiture, perdue dans ses pensées. « Merci d'être venu, dit-elle finalement. Merci de m'avoir laissé venir. Elle ne sait plus qui je suis. Je paie une fortune pour qu'elle soit bien soignée, et elle ne sait même plus qui je suis. Tu le fais quand même. C'est ce qui compte. » Léa tourna la tête vers lui. « Tu comprends vraiment, hein? Ce poids, cette culpabilité de ne jamais en faire assez. Je le comprends trop bien. » Et dans cette voiture traversant Paris, ils se tinrent la main. Deux personnes brisées qui essayaient de se réparer l'une l'autre. Mais le bonheur ne dure jamais longtemps quand le monde vous regarde. Un mois après leur première rencontre, un article dévastateur parut dans un grand magazine économique. Le titre, Théo Beaumont, le Golden Boy qui perd son empire. L'article détaillait des problèmes financiers que Théo avait cachés. Un projet immobilier à Lyon qui s'effondrait, des investisseurs japonais qui se retiraient, des dettes qui s'accumulaient. L'empire Beaumont, disait l'article, était construit sur du sable. Le téléphone de Théo explosa. Marc l'appela, paniqué. « Tu as vu? Comment ils ont eu ces infos? C'est Véronique. Ça ne peut être que elle. Elle se venge. » Théo lut l'article, la mâchoire serrée. C'était vrai, tout était vrai, il avait des problèmes. Depuis des mois, il avait pris des risques stupides, sûr de son génie, et maintenant tout s'écroulait. Il n'avait rien dit à Léa. Ce soir-là, quand il la rejoignit dans son studio, elle avait déjà lu l'article. Elle était assise près de la fenêtre, le magazine ouvert sur ses genoux. « C'est vrai ?» demanda-t-elle calmement. « Oui. Tu as des dettes de combien ? 15 millions d'euros. » Elle ne sia pas. « Tu vas perdre l'entreprise. »« Peut-être, probablement. » Il s'assit face à elle. « Je suis désolé. J'aurais dû te le dire. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? » « Parce que j'avais peur. » Il rit amèrement. « J'avais peur que tu penses que je me rapprochais de toi parce que je cherchais, je ne sais pas, une échappatoire. Quelque chose de simple dans ma vie compliquée.
Et j'avais peur que si tu savais que je n'étais plus ce milliardaire invincible, que je parte. Elle secoua la tête. Théo, tu crois vraiment que je suis avec toi pour l'argent? Non, mais je suis avec toi parce que tu m'as vu. La vraie moi. Pas la serveuse, pas la fille qui lutte pour payer les factures. Moi. Elle se leva, s'agenouilla devant lui. Si tu perds ton entreprise, si tu perds ton appartement, si tu perds tout, tu seras toujours l'homme que je veux connaître. Il la regarda, incrédule. Tu es sérieuse? Complètement sérieuse. Léa, tu ne comprends pas, je vais peut-être tout perdre. L'appartement, la voiture, le compte en banque. Je vais peut-être redevenir ce gamin de Belleville qui n'a rien. Elle lui prit le visage entre ses mains. Alors tu seras ce gamin de Belleville, et je serai la fille de Montmartre, et on se débrouillera. Ensemble. Théo l'embrassa comme un homme qui se noie et trouve enfin l'air. Et dans ce baiser, il comprit quelque chose qu'il avait oublié depuis 20 ans, que l'amour n'avait rien à voir avec ce qu'on possédait, mais avec qui on était quand tout le reste disparaissait. Les mois suivants furent brutaux. Théo perdit le contrat japonais, puis le projet lyonnais s'effondra complètement. Les banques rappelèrent leurs prêts, les associés désertèrent. L'empire qu'il avait mis 20 ans à construire se désintégra en 6 mois. Il vendit son appartement des Champs-Élysées, sa Mercedes, ses montres de luxe, tout pour éponger les dettes et sauver ce qu'il pouvait de son honneur. À la fin, il lui restait un petit bureau à Belleville, ironiquement près de là où il avait grandi, et juste assez d'argent pour recommencer modestement. Les médias adoraient le spectacle. La chute du millionnaire, de Penthouse au studio. L'amour lui a-t-il coûté sa fortune? Mais Léa resta. Quand Théo emménagea dans un studio à peine plus grand que le sien, elle l'aida à peindre les murs. Quand il eut honte de ne plus pouvoir l'emmener dans les restaurants chics, elle cuisina pour lui. Quand il s'effondra une nuit submergé par l'échec, elle le tint pendant qu'il pleurait. « Je ne suis plus rien », sanglota-t-il. « Tout ce que j'ai construit, disparu. Tu es tout », dit-elle fermement. « Tu es juste libéré de ce qui te retenait prisonnier. » Et lentement, douloureusement, Théo commença à reconstruire. Pas un empire cette fois, juste une vie, une petite agence d'architecture, des projets modestes mais beaux, du travail qui avait du sens. Léa, encouragée par lui, recommença à peindre. Son studio devint leur atelier. Elle peignait pendant qu'il dessinait. Ils vivaient avec peu mais richement. 1 an après leur première rencontre, dans ce même bistrot de Belleville où tout avait commencé, Théo s'agenouilla. Il n'avait pas de bague en diamant, juste un anneau simple en argent qu'il avait fait faire par un artisan de Montmartre. « Léa Moreau, dit-il, la voix tremblante, je n'ai plus de millions, je n'ai plus d'empire. Tout ce que j'ai, c'est un cœur qui bat pour toi et des mains qui veulent construire une vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Léa pleurait, riait, tremblait. « Oui, 1000 fois oui. » Et dans ce bistrot où la patronne Margot pleurait dans son tablier, où les quelques clients applaudissaient, 2 personnes qui s'étaient retrouvées dans leurs chutes respectives décidèrent de s'élever ensemble. Leur mariage fut simple. Une petite mairie du 18e, une fête dans le jardin d'un ami à Belleville. Pas de magazine People, pas de robe à 10 000 €. Juste leurs proches, du vin rouge, de la musique, et tellement d'amour que l'air en vibrait. La mère de Léa était là dans son fauteuil roulant. Elle ne reconnut personne, mais sourit quand sa fille dansa avec son mari. Peut-être qu'au-delà de la mémoire, le cœur se souvenait. Marc, l'ex-associé de Théo, vint aussi. « Je me suis trompé sur elle », avoua-t-il. « Sur vous deux. Je pensais que ça vous détruirait, mais ça vous a sauvé. » Théo regarda Léa danser avec sa sœur Camille, riant d'une blague qu'il n'entendait pas. Elle portait une robe blanche, simple, qu'elle avait trouvée dans une friperie. Ses cheveux étaient relevés avec des fleurs sauvages. Elle n'avait jamais été plus belle. « Elle m'a rappelé qui j'étais, avant de perdre mon âme, » dit Théo doucement. Et je lui ai rappelé qu'elle pouvait encore rêver. On s'est sauvés l'un l'autre. Cette nuit-là, dans leur petit appartement de Belleville qu'ils partageaient maintenant, Théo et Léa s'endormirent enlacés. Dehors, Paris brillait de toutes ses lumières. Et pour la première fois en 20 ans, Théo se sentit riche. Pas de l'argent, de la vie. Épilogue. 2 ans plus tard. Le petit café-galerie s'appelait l'Oiseau libre. Il était coincé entre une boulangerie et une librairie d'occasion à Belleville, modeste mais lumineux. Les murs blancs accueillaient les peintures de Léa, des oiseaux en vol, des scènes de Paris vues d'en bas, des portraits de gens ordinaires rendus extraordinaires par son regard.
Théo avait dessiné les plans de rénovation. Ensemble, ils avaient transformé cet espace abandonné en quelque chose de magique. Un endroit où l'art rencontrait la vie, où les gens de tous horizons pouvaient venir, boire un café, regarder des tableaux, se sentir vus. Ce samedi après-midi, le vernissage de la nouvelle exposition de Léa battait son plein. Une trentaine de personnes se pressaient dans l'espace, pas de champagne à 300 €, juste du vin honnête et des canapés faits maison. Théo observait Léa parler de son travail avec une journaliste d'un petit magazine culturel. Elle rayonnait. C'était la femme qu'elle aurait toujours dû être, l'artiste, la créatrice, la rêveuse qui avait trouvé le courage de créer malgré tout. Monsieur Beaumont? Il se retourna. Une jeune femme en jean et sweat à capuche le regardait timidement. Oui, je voulais juste vous dire merci. Votre histoire, avec votre femme, ça m'a donné du courage. J'étais dans une relation où on me disait que je ne valais rien parce que je ne gagnais pas assez. Mais vous avez tout perdu et elle est restée. Ça m'a montré que si quelqu'un nous aime vraiment, c'est pas pour ce qu'on possède. Théo sentit sa gorge se serrer. Elle ne m'a pas sauvé parce qu'elle est bonne. Elle m'a sauvé parce que j'ai arrêté de me cacher. Et toi, tu mérites quelqu'un qui te voit pour qui tu es vraiment. La jeune femme hocha la tête, les yeux brillants. Merci. Plus tard, quand la galerie se vida et qu'ils se retrouvèrent seuls à ranger, Léa vint se blottir contre Théo. « Tu sais ce que je pensais ?» dit-elle. « Quoi? Si cette femme ne m'avait pas humilié ce soir-là, si je n'étais pas venu avec cette serviette, si tu n'étais pas retourné me chercher, où serions-nous maintenant ?» Théo l'enlaça. « Moi, probablement dans un bureau quelque part, riche et vide. Toi, probablement encore en train de servir des tables en rêvant de peindre. On aurait raté nos vies, complètement raté. » Elle leva la tête vers lui. « Tu regrettes parfois? L'argent, le pouvoir, tout ça ?» Il réfléchit honnêtement. « Non, jamais. Parce que tout cet argent ne m'a jamais fait ressentir ce que je ressens quand je te regarde dormir, ou quand tu ris à une blague stupide, ou quand tu peins et que tu oublies que le monde existe. Cet homme que j'étais, le millionnaire dans son penthouse, il avait tout et rien. Maintenant, j'ai peu et tout. » Léa l'embrassa doucement, profondément. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Je t'aime aussi. » Et dans cette petite galerie de Belleville, sous les peintures d'oiseaux libres, deux personnes qui s'étaient trouvées dans leurs brisures respectives savouraient la richesse qu'aucun compte en banque ne pourrait jamais acheter, celle d'être vus, compris, aimés pour qui ils étaient vraiment. Dehors, Paris continuait sa danse éternelle. Mais eux, ils avaient trouvé leur propre musique. Et c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne jamais manquer nos prochains récits. Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous que l'amour véritable peut survivre à la chute de tout le reste? Parce que parfois, perdre tout est la seule façon de trouver ce qui compte vraiment. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui touchera votre cœur.